Donc c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce webinaire de présentation de l'appel à projet du programme national de recherche Solubiode, intitulé Vers une intégration systématique des solutions fondées sur la nature. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table des intervenants de ce webinaire. Donc si je commence par moi, donc Mariam Elarac, je suis la manageuse donc, du programme national de recherche Solubiode. Peut-être Charlotte, avec moi. Bonjour, Charlotte Pilon, je suis chargée de mission interaction sciences-société pour le programme Solidaire. Puis Philippe Martine, je vous donne la parole. Bon, bah Martine, je suis donc Martine Ossard, directrice de recherche au CNRS et surtout aujourd'hui, enfin dans le cadre de ce programme, co-directrice donc scientifique du programme Solubiode pour le CNRS avec mon collègue. Philippe Roche, c'est moi le collègue. Je suis directeur de recherche en écologie à INRAE, basé au sein de l'UMR Recover à Aix-en-Provence. Et je suis le co-directeur du programme Solubiode du côté INRAE. Euh, pour l'ordre du jour, qu'on peut donc voir à l'écran, nous allons commencer donc par une présentation du PEPR, puis on passera à la présentation de l'appel à projet avec une partie donc sur le thème et le contenu scientifique de l'appel, une partie sur les types de projets financés et l'attente à l'égard des candidats, et enfin sur la procédure et les règles d'éligibilité. Et enfin, on aura un temps assez long pour les questions-réponses. Voilà, et quelques petites règles de fonctionnement. Donc le webinaire, il sera enregistré et sera mis en ligne sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Le support PDF du PowerPoint sera aussi mis à disposition sur le site. Et on vous invite à poser vos questions via la section Q et R de Zoom plutôt que la fonction chat, mais je pense que vous ne devez pas y avoir accès. Voilà. Et on peut donc passer à la présentation du programme. Donc Martine, je te donne la parole si tu peux. Oui, alors, si je peux, c'est parce que j'ai une grosse crève, ou aussi plus scientifiquement appelée une bronchite. Et donc, je tousse pas mal. Donc, si jamais je m'étrangle, c'est Philippe qui va prendre la relève. Pour me prouver qu'on est une équipe d'enfer et que tout marche bien au sein de ce programme. Et donc, le programme Solubio, donc c'est, comme vous l'avez entendu, c'est un PEPR. On a proposé ce programme pour faire face à la crise environnementale que vous connaissez tous, je suppose, autour de ce webinaire, mais surtout pour répondre aux défis qui me paraissent essentiels sur l'effondrement de la biodiversité qui nécessitent des changements transformateurs qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un gros rapport de l'IPBES au mois de décembre de l'année dernière. Je peux avoir la diapo suivante? Et donc, ces changements transformateurs c'est ce que ce que proposent les solutions fondées sur la nature, et c'est de passer de la mise en œuvre de solutions traditionnelles d'ingénierie vers des solutions plus durables qui s'appellent les solutions fondées sur la nature, qui sont à la fois systémiques, donc s'appuient sur les écosystèmes, adaptables, résilientes et co-construites. La diapo suivante. Donc, on a pris pour monter ce programme, enfin, on s'appuie sur la définition des solutions fondées sur la nature. Vous savez qu'il y en a eu pas mal, mais celle qui nous retient et le plus, qu'on retient le plus et qui correspond plus à nos objectifs sont celles de l'UNEP en 2022. Donc, cette définition que je relis, définit les solutions fondées sur la nature comme des actions visant à protéger, conserver, restaurer et utiliser durablement et gérer les écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et marins, naturels ou modifiés, afin de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux de manière efficace et adaptative, tout en apportant des bénéfices en termes de bien-être humain, de services écosystémiques, de résilience et de biodiversité. La suivante. Donc, à titre d'exemple, dans ces différentes actions, donc il y a dans ce que je disais tout précédemment, la protection. Donc, c'est par exemple la production ici des mangroves côtières qui permettent de lutter contre l'urbanisation côtière qui souvent donc détruisent ces mangroves considérées comme des milieux insalubres, mais qui
En revanche, en retour, plutôt, les mangroves vont apporter une protection, elles, contre l'érosion et les submersions marines des milieux côtiers. Les actions de restauration, c'est la restauration des écosystèmes, par exemple la restauration des systèmes dunaires qu'on peut trouver sur nos littoraux par plantation sur le littoral d'espèces adaptées comme l'Oya ou d'autres espèces qui vont permettre, en choisissant des espèces naturelles, c'est-à-dire du milieu en question, une restauration de la biodiversité et du coup euh, protéger contre l'érosion côtière. Et enfin, ces actions de gestion, qui sont la mise en place de pratiques, par exemple, agroécologiques, qui vont maintenir des espaces, pardon, semi-naturels au sein des agrosystèmes. La suivante. En revanche, nous ne sont pas des solutions fondées sur la nature, des opérations de biomimétisme. Alors, c'est pas qu'on a quelque chose, je le dis tout de suite, hein, contre ces opérations, mais ce ne sont pas des solutions fondées sur la nature. Donc le biomimétisme qui s'appuie donc du génie de la nature pour faire par exemple de l'architecture humaine, comme ici donc dans le cas de cette architecture qui reprend la structure alvéolée des nids d'abeilles. L'agrivoltaïsme, pour nous, n'est pas non plus une solution fondée sur la nature, puisqu'on utilise les panneaux photovoltaïques et pas donc une solution naturelle pour, cette fois-ci, protéger la nature. Et la désimperméabilisation des sols, dans le cadre du plan ZAN du gouvernement, n'est pas non plus pour nous une solution fondée sur la nature, même si elle améliore les échanges d'eau en milieu urbain. Diapositive suivante. Donc, ces solutions fondées sur la nature ont une caractéristique qui aussi les différencie de beaucoup d'autres, c'est qu'elles sont multi-bénéfices. Elles assurent tout d'abord une protection de la biodiversité. Elles permettent de s'adapter au changement climatique. Elles améliorent le cadre de vie et donc souvent la santé humaine ou même des écosystèmes. Elles permettent de créer des emplois locaux par justement des nouvelles façons d'utiliser les milieux. Ce sont des solutions qui sont à la fois concrètes et qu'on peut mesurer. Donc c'est aussi une caractéristique des solutions fondées sur la nature qu'il a dit différencier de beaucoup d'autres solutions. C'est un investissement pour les générations futures puisqu'on parle de solutions durables. Donc, on ne s'attend pas à quelque chose qui va être détruit dans une dizaine d'années, mais qui va rester en place pendant plusieurs générations. Et ce sont des solutions qui sont co-construites et adaptées au territoire. La suivante. Donc, autour de tout ça, on a créé ce PEPR, donc Solubiode. Donc, un PEPR, c'est un programme scientifique exploratoire qui est financé par le plan d'investissement France 2030. Donc, en traduction, c'est financé directement par le gouvernement et par le cabinet du Premier ministre. Notre argent ne nous est pas attribué par le ministère de la Recherche. Donc, on dépend vraiment d'une action politique du cabinet du Premier ministre. C'est une durée de 9 ans. Il a un budget total de 44,2 millions d'euros et il est copiloté par l'INRAE et le CNRS. Donc, c'est un programme comme les PEPR qui sera national et ambitieux avec comme objectif essentiel de soutenir donc, la recherche en France sur les solutions fondées sur la nature qui, au début du programme, était quand même à relancer ou même à lancer au sein de nos organismes ou des universités, développer ces solutions innovantes et aussi favoriser leur déploiement à grande échelle pour que dans quelques années, pouvoir avoir un plan national sur les solutions fondées sur la nature. Diapositive suivante. Donc, on a organiser le programme en actions. Ces actions se regroupent selon trois défis. Le défi organisationnel, c'est-à-dire mettre en place cette communauté et lui donner les moyens de fonctionner, par exemple, grâce à des équipements particuliers. Un défi scientifique autour des quatre grandes questions qu'on a identifiées donc avec une communauté de chercheurs autour des solutions fondées sur la nature. Ça, on vous le reverrez tout à l'heure, puisque ces grands défis scientifiques qu'on retrouve autour de l'appel d'offres. Un défi de transfert de connaissances, c'est-à-dire que c'est vraiment de passage de l'info entre les académiques et les non-académiques, et aussi via la formation, qu'elle soit formation professionnelle ou formation dans nos universités.
Diapositive suivante. Donc, le terrain d'action de ce PEPR, ben, c'est sur l'Hexagone et l'ensemble des Outre-mer. On a par construction dû définir un certain nombre de milieux ciblés dans lesquels ce programme voulait s'attaquer. C'est donc les solutions fondées sur la nature en milieu côtier, les solutions fondées sur la nature dans les aires protégées, ces solutions en milieu urbain et aussi dans le milieu agricole. Diapositive suivante. Donc, ah non, celle d'avant. Ouais. Ah non, bah alors celle d'après. Pardon. Donc, le programme est divisé comme tous les PEPR, donc en projets ciblés et en appel d'offres. On passera plus de temps sur l'appel d'offres puisque c'est l'objet de ce webinaire. Seulement à titre d'information, donc on a 7 projets ciblés. Le réseau national des Living Labs, la création ou l'aide à l'acquisition d'équipements innovants pour la recherche sur les solutions fondées sur la nature, des knowledge hubs, c'est-à-dire des centres de synthèse autour des questions fondamentales posées par les solutions fondées sur la nature, des chaires internationales qui pourront se créer dans des universités où il y aura, entre guillemets, des trous dans la raquette au niveau de la formation, toujours sur les solutions fondées sur la nature, des hubs régionaux d'expertise, des clusters de doctorants et enfin cette formation professionnelle et universitaire dont je parlais diapo précédent. Donc, on ne va pas développer ça aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Si jamais vous voulez plus de détails, vous pouvez le voir sur notre site web ou vous pouvez nous contacter. On a une adresse générique qui vous permet de nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur ces projets ciblés. Diapo suivante. Je parlerai que de celui-là parce que ça peut intéresser donc la communauté qui est réunie aujourd'hui. C'est le projet ciblé sur le réseau des Living Labs, c'est-à-dire qu'on a identifié 11 Living Labs sur le territoire français, métropole et outre-mer, où on a créé donc des Living Labs autour des solutions fondées sur la nature, dont l'objectif est de transformer la pratique de la recherche sur ces solutions par la co-construction entre académiques et non académiques, c'est-à-dire tous les acteurs des territoires, et ceci à toutes les étapes du processus, c'est-à-dire, je veux dire par là, enfin, nous voulons dire par là, pas seulement la création, mais aussi la construction, le déroulement et l'évaluation donc, de ces solutions fondées sur la nature dans les Living Labs. Vous voyez sur la carte de l'Hexagone et de l'Outre-mer où se placent ces Living Labs et aussi en fonction des fameux milieux et écosystèmes qu'on a décidé donc sur lesquels on a décidé de concentrer nos efforts. Donc on a ces Living Labs en milieu côtier, en milieu agricole, en milieu urbain et aussi dans des aires protégées. Donc ces living labs peuvent être des terrains où l'appel d'offres peut, par exemple, être utilisé, mais c'est pas, enfin, on en reparlera plus tard, mais l'appel d'offres ne se concentre pas non plus uniquement pour des travaux à l'intérieur de ces living labs. Donc ces living labs, bon, ça a été une grosse organisation pour nous, une grosse mobilisation, parce qu'ils fonctionnent en réseau, et donc c'est un réseau de 65 laboratoires de recherche correspondant à 38 tutelles académiques et 150 acteurs de la société, que ce soit les services de l'État, des collectivités, des associations, des entreprises et voire même des citoyens. Diapositive suivante. Mais je pense que je vais passer la parole à Philippe et que je vous ai épargné une grosse canne de tout en plein milieu de la présentation. Merci Martine, on va soulager ta voix. Donc je vais prendre le relais pour la présentation de l'appel à projet. Donc on a voulu refaire une relecture de l'appel à projet en simplifiant un petit peu le texte parce qu'on est dans le cadre d'une communication orale. Donc on retrouvera tous les éléments de l'appel à projet avec certaines simplifications. Donc l'appel à projet qui s'intitule Vers une intégration systémique des solutions fondées sur la nature a un objectif central qui est de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires pour améliorer la compréhension des SFN et accélérer leur déploiement. Donc pour ça, on adresse des questions qui sont de recherche fondamentale jusqu'aux questions d'interaction au niveau des pratiques avec les différents acteurs. On passe à la diapo suivante. Donc cet axe de l'appel à projet, en concordance avec les 4 priorités scientifiques du PEPR Solubiode, il s'est construit, on ne l'a peut-être pas dit, mais on a des groupes de travail également dans le cadre du PEPR sur lesquels on s'est inspiré de leur production
pour produire je vais rajouter un certain nombre d'experts qui s'étaient engagés à ne pas participer à des projets pour nous aider à cette rédaction de cet appel à projet. Donc, il y a 4 axes. Le premier axe concerne les fondements biologiques et écoévolutifs pour l'implémentation des SFN. Le second axe concerne les thématiques de gouvernance, de justice et de dynamique sociale. Le troisième axe concerne l'évaluation et l'amplification et transformation des pratiques. Et l'axe 4, la modélisation intégrative et les scénarios prospectifs. Diapo suivante. Donc, le premier axe, fondement biologique et coévolutif des SFN. Donc, on a un petit peu simplifié, comme je vous l'ai dit, au niveau des diapos, le contenu. On a un certain nombre de thématiques, et une première thématique qui est celle du rôle de la diversité intraspécifique dans les SFN. Donc, différents aspects de la diversité génétique, épigénétique ou phénotypique au niveau des espèces peut jouer des rôles clés dans les réponses en termes d'adaptabilité ou de résilience face aux changements environnementaux, mais également leur implémentation dans le cadre de solutions fondées sur la nature. Ça va influencer les trajectoires écologiques et évolutives des écosystèmes à court et long terme. Et les SFN, comme on l'a dit en entrée, s'appuient sur les écosystèmes à travers des actions de protection, de restauration ou de gestion. Donc, il y a également la thématique de l'approche éco-évolutive. Donc, comment comprendre le fonctionnement et la dynamique des socio-écosystèmes dans le contexte des SFN, toujours en prenant en compte ces aspects biologiques et éco-évolutifs. Diapo suivante. Donc, pour simplifier, alors je précise, ce n'est pas une liste exhaustive de questions de recherche, c'est juste quelques questions de recherche qui sont sorties des groupes de travail et qu'on vise. Vous pouvez également nous proposer d'autres choses, vous les combinez. De la même manière, je vais répondre à une question qui n'a pas encore été posée. Il n'est pas obligatoire de répondre à tous les axes de l'appel à projet. On peut répondre à un axe ou des combinaisons d'axes. Donc, les questions de recherche visées dans cet axe 1, c'est d'une part l'influence de la diversité génétique et épigénétique sur l'adaptation face au changement climatique, le rôle des interactions entre diversité intraspécifique, interspécifique et fonctionnelle pour maintenir les fonctions écosystémiques qui sous-tendent les SFN, le développement d'approches éco-évolutives pour la gestion adaptative des SFN et la création d'indicateurs robustes et applicables pour la conception et le suivi des SFN. Diapo suivante. Axe 2, thématique gouvernance, justice et dynamique sociale des SFN. C'est un axe assez complexe qui couvre beaucoup de thématiques liées aux sciences humaines et sociales. Donc, il y a une première thématique qui est ressortie d'importance, c'est celle de l'appropriation et de la gouvernance des solutions fondées sur la nature. Donc, l'appropriation des SFN est variable selon les acteurs, ce qui peut impacter leur mise en œuvre. Donc, ça nécessite d'analyser ces thématiques d'appropriation par les différents acteurs, mais également de travailler sur une gouvernance multiniveau et de coordination efficace entre les acteurs à différentes échelles lorsqu'on veut implémenter et amplifier l'usage des solutions fondées sur la nature. Il y a une deuxième thématique qui est celle de la justice et des impacts, et notamment autour des différentes thématiques de la justice distributive, procédurale et de reconnaissance dans les décisions liées au SFN. Il y a une thématique également qui est très liée à la question de la transdisciplinarité, celle de la construction avec les acteurs, c'est celle de la collaboration et des savoirs. Comment on peut aller vers de nouvelles formes de collaboration, comment intégrer des savoirs vernaculaires dans la conception et la mise en œuvre des SFN, et ne pas s'appuyer uniquement sur du savoir académique, on va dire standard. Et enfin, un autre axe qui est celui des thématiques liées aux modèles économiques et au financement qui permettent de soutenir les SFN. Quel modèle économique adapté et quel type de financement innovant peuvent être mis en œuvre pour promouvoir les SFN? Comment peut-on prendre en compte les bénéfices, et je dirais les co-bénéfices, parce que quand on se connaît une thématique SFN, on est toujours sur des thématiques de co-bénéfices, et comment intégrer ça dans une analyse économique? Diapo suivante. Donc, si on regarde un petit peu ces axes-là, on a identifié quelques questions de recherche en particulier. Comment concevoir des modèles multiniveaux, multi-acteurs pour une répartition équitable des bénéfices et des coûts? Quels modèles économiques et quels mécanismes de financement sur le long terme? Comment mettre en place des processus d'évaluation participatifs et inclusifs? Quels impacts les SFN ont-elles sur les dynamiques urbaines, côtières et rurales?
en termes humains, hein, et économiques. Comment assurer le passage de l'expérimentation à une mise en œuvre à grande échelle? Comment intégrer efficacement les différents types de savoir et d'expertise? Et comment évaluer et réduire les effets négatifs indirects? L'axe 3 qui concerne la thématique évaluation, amplification, transformation des pratiques. Une première thématique, on va essayer de simplifier. Première thématique, c'est celle de l'évaluation. Comment développer des indicateurs socio-écologiques pertinents et adaptés aux différents contextes locaux pour évaluer les SFN. Les SFN sont multiformes, ils s'adaptent à différents types d'écosystèmes, différents types d'enjeux. Donc, comment on peut développer des indicateurs de suivi de ces SFN? Comment évaluer les co-bénéfices? On voit qu'une SFN est définie par cette notion de co-bénéfice, donc de gains de biodiversité, de gains sociaux et économiques. Donc ces différentes dimensions doivent être évaluées. Comment les évaluer? Quelles normes, quelles marges et quel système? La thématique de l'amplification des SFN, quels défis spécifiques sont liés au changement d'échelle, de passer de l'expérimentation locale à un déploiement au niveau de la métropole, voire même des territoires d'outre-mer. Comprendre la généralisation contextuelle, identifier des facteurs clés de succès et comparer les SFN aux solutions techniques classiques, parce que là, on ne construit pas nécessairement les SFN comme une opposition aux solutions techniques classiques. On peut imaginer des solutions intermédiaires, mais dans tous les cas, il faut arriver à les mettre au regard d'eux pour aller vers une transformation des pratiques. Axe 4. Mariam, diapo suivante. Oui. Donc l'axe 4, modélisation intégrative et scénario prospectif. Donc parmi les axes, il y a modéliser le déploiement des SFN en prenant en compte les processus écologiques et leurs interactions avec les facteurs anthropiques. Comment prendre l'incertitude dans la modélisation des SFN? Comment modéliser les boucles de rétroaction entre les processus écologiques et les activités humaines? Les SFN s'inscrivant à l'interface entre les deux. Il y a la thématique des questions des modèles multi-échelles pour passer du micro-habitat au territoire, mais également de fournir des outils d'aide à la décision pour la conception et l'adaptation des SFN face au contexte de changements globaux. Les SFN étant basés sur les écosystèmes, une fois encore, ils sont soumis aux changements globaux et en ce sens, il faut pouvoir modéliser leurs réponses. Diapo suivante. Donc, quelques questions de recherche visées en particulier. Comment développer des modèles multi-échelles adaptables pour évaluer la résilience et l'efficacité des SFN? Quelles approches de modélisation pour intégrer les incertitudes et les rétroactions? Comment identifier les conditions de réussite des SFN et leur contribution à la stabilité des socio-écosystèmes? Quelles méthodes pour évaluer et comparer les performances des modèles de SFN? Comment concevoir des plateformes interdisciplinaires pour générer des scénarios et identifier des stratégies optimales de SFN? Et comment assurer le transfert des actions de modélisation vers les acteurs du privé et les acteurs institutionnels? Diapo suivante. Donc là, c'était un petit peu une présentation rapide. On verra dans les questions ensuite comment on peut éclairer ces items thématiques. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans on va dire la structure du dépôt de projet. On passe diapo suivante. Donc, vous avez vu, cet appel à projet a été ouvert du 19 mars au 16 septembre 2025. C'est un projet qui s'inscrit en 2 phases. On vise des projets d'une durée de 3 à 5 ans, avec un budget pour chaque projet entre 700 000 kilo € et 1 million d'euros. Bien sûr, on s'attend à des projets d'une excellente qualité scientifique et très ambitieux. On va également prendre en compte la qualité et la multidisciplinarité du consortium. Comme on l'a dit, un des axes importants pour nous, c'est l'interdisciplinarité. Et donc, ça nécessite pour ça une multidisciplinarité dans le consortium. Il y a une partie importante qui est celle de l'impact potentiel du projet en termes de valorisation des savoirs et de valorisation en termes de politique publique ou de valorisation économique, qui est liée un petit peu à la structure de financement des PEPA, sur lequel il y a un fort intérêt à la thématique de valorisation. Ce n'est pas forcément une valorisation en monnaie sonnante et trébuchante, hein, mais c'est toute forme de modélisation.
Donc, on va regarder l'approche interdisciplinaire, l'innovation dans dans le projet soumis, la complémentarité des participants du consortium scientifique. On est ouvert à des projets qui vont de projets expérimentaux ou des projets de recherche-action qui vont s'appuyer sur des suivis, des mises en œuvre de SFN avec des opérateurs divers et variés. On va regarder bien sûr la pertinence du calendrier au regard de la durée, de la gouvernance et des moyens mobilisés dans le projet, ce qui est assez classique. Et enfin, au niveau des impacts, des retombées du projet, une attention va être portée aux impacts économiques et sociaux, aux impacts sur la thématique de la transition écologique et de la résilience des territoires, et la stratégie de diffusion et de valorisation. Donc, ce qui inclut également des thématiques de transfert de connaissances et de transfert de pratiques vers différents opérateurs. Je crois que j'ai encore une diapo dans ma petite poche de présentation. Non, je crois que c'est à moi de reprendre. Ah, tu es sûr? J'allais jusqu'à la 29. Oh, bah, si tu veux y aller, Philippe. Allez, je fais celle-là encore, puis je te passe la main. Donc, les partenaires éligibles, alors on est dans le cadre d'un appel à projet qui est géré par l'ANR. Donc, pour ceux qui connaissent bien les règles, on a un certain nombre de contraintes. Donc, les partenaires qui sont éligibles à une aide financière dans le cadre de cet appel à projet, ce sont les organismes de recherche et établissements de recherche et d'enseignement supérieur ou des groupements de ces établissements. Également, les établissements privés contribuant aux missions de service public dans l'enseignement supérieur et de la recherche, relevant de l'article L 723.1 du Code de l'éducation, après analyse par l'ANR et avis du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et validation par le secrétaire général pour l'innovation. Donc, il y a un point à noter, c'est que les partenaires étrangers ne sont pas éligibles au financement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne participent pas, mais on ne pourra pas les financer à travers de cet appel à projet. De la même manière, en termes de partenaires directs, les acteurs socio-économiques, associations, collectivités, pourront intégrer le partenariat de l'appel, mais ne pourront pas financer d'un financement direct. Il existe des possibilités de construction sous forme de prestation, si le projet est structuré de telle manière. Mais ça ne peut pas apparaître sur un partenaire financé de manière directe. Donc, je te passe la main, Mariam, pour la suite. Oui, alors sur les aspects de gestion de données, il y a quelques attentes pour les projets. Donc, il vous est demandé d'évaluer et de dimensionner les besoins du projet pour le stockage de données, les besoins de calcul, les serveurs et les services applicatifs, et surtout d'anticiper, de prendre en compte les coûts de ces besoins numériques dans la demande de financement, sachant qu'un PGD, donc un plan de gestion de données, sera obligatoirement à déposer si le projet est financé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est demandé par l'ANR. Et un point donc plutôt plus spécifique, Martine l'a un peu abordé, c'est qu'on a un projet ciblé Solubiode Équipe qui a volonté de faire des financements pour équipement. Euh, les projets qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet, ils ne pourront pas être couverts par les financements pour équipement du projet ciblé équipe. Vos besoins de financement doivent être pris en compte dans l'appel à projet. Et on vous invite évidemment à vous rapprocher d'infrastructures et de structures mutualisées existantes dans vos plans de gestion de données et dans votre traitement de la donnée. Et donc, on va un peu continuer donc plutôt là sur les aspects de procédure de dépôt et plutôt du calendrier de l'appel à projet. Donc, comme l'a déjà dit Martine et Philippe, donc cet appel à projet, il est organisé en deux phases. Donc, la première phase qui se finit donc en juin, qui est donc une première phase où on demande aux porteurs de projet de déposer des lettres d'intention, au 20 mai 2025 qui seront évaluées et on aura une première réponse donnée le fin juin 2025. Donc, ces lettres d'intention, elles sont d'une longueur maximale de 5 pages. Elles doivent être rédigées en anglais. Il faut absolument suivre le format qui est disponible sur le site de l'ANR et les déposer sur la plateforme de dépôt spécifiée sur le site de l'ANR. Les lettres d'intention doivent décrire les objectifs scientifiques en relation avec les thématiques de l'appel à projet, donc les différents axes, le plan d'action du projet scientifique, le montant global de la subvention envisagée et sa répartition, le consortium, les potentielles compétences manquantes et recherchées, et le potentiel d'implémentation et de valorisation des recherches. Cette lettre d'intention, elle est donc à déposer avant le 20 mai 2025 à 11 heures. Donc, pour expliquer un peu
plus en détail la procédure d'évaluation. Donc, pour cette phase 1, donc, c'est les directeurs du PEPR qui vont analyser les lettres d'intention déposées en association avec un comité consultatif de l'appel à projet de recherche, qui sera mis en place par le PEPR et avec la présidence du Comité international d'évaluation des projets complets, qui lui sera désigné par l'ANR. Cette première phase a pour vocation de donc vérifier la cohérence des propositions avec les objectifs du PEPR, proposer le cas échéant des restructurations et des regroupements de consortium, et sélectionner bien évidemment les porteurs de propositions qui pourront déposer un projet complet. Donc cette réponse, comme indiqué précédemment, elle sera donc donnée fin juin 2025, et les porteurs de projets qui ont été sélectionnés pourront donc passer à la deuxième phase de sélection, qui est donc là le dépôt de projets complets, qu'il faudra donc déposer le 16 septembre. Il y aura évaluation des projets par un jury et on prévoit une annonce des résultats vers fin décembre 2025 pour un lancement des projets début 2026. Les projets complets, donc c'est un dossier, comme indiqué, plus complet à déposer, également sur la plateforme de l'ANR avec un format également disponible sur la plateforme de l'ANR. Il ne l'est pas encore pour l'instant. Et il faudra donc renseigner 2 documents. Un document scientifique, qui est donc une longueur maximale de 15 pages, également rédigé en anglais, qui comprend une description du projet envisagé avec en annexe, la liste des publications scientifiques des 3 dernières années des scientifiques ou équipes proposant le projet. Et il faudra aussi donner un document administratif et financier qui comprend la description administrative et budgétaire du projet et surtout les lettres d'engagement signées par chaque établissement partenaire. Et donc, ces projets complets, ils seront donc évalués par un comité d'évaluation international qui est donc désigné par l'ANR. Et ce comité, il a la possibilité de faire recours à des expertises externes si besoin, et aussi d'auditionner les porteurs de projets si besoin également. Et donc, après évaluation par le comité, la liste des projets que le comité recommande pour financement et la liste des projets que le comité propose de ne pas financer sera remis au directeur du PEPR. Et chaque projet évalué fera l'objet d'un argumentaire justifiant de sa position sur l'une des 2 listes. Et la troisième étape, c'est donc les 2 directeurs du PEPR remettent la liste des projets pour financement au secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, en lien avec le comité consultatif. Et je passe la parole à Charlotte pour la modalité de dépôt. Alors, pour les questions vraiment très pratiques de dépôt des dossiers, donc les documents du dossier doivent être transmis par le responsable du projet, et donc ce sera sur le site web du dépôt. Il y a les adresses dans le support de présentation un peu plus bas. Et donc, bien évidemment, avant la date de clôture, en attention, l'heure de la deadline est à 11 heures. Et donc, c'est pas en fin de journée. Et donc, effectivement, il y aura un accusé de réception qui sera envoyé au responsable du projet une fois que les documents seront déposés. Et donc, quelques conseils pour le dépôt. Donc, il faut ouvrir un compte et s'inscrire sur le site de dépôt pour pouvoir déposer un dossier. Donc, c'est bien de le faire au plus tôt et donc de ne pas attendre la date limite pour la saisie en ligne et tout le téléchargement des fichiers au cas où il y aurait des délais pour télécharger les documents. Et donc, bien vérifier que les documents sont complets pour que ce soit valide. Et s'il y a des besoins et des questions pour les dépôts des dossiers, il faudra contacter les correspondants ANR du projet. Donc, voilà, juste après, il y a une adresse mail que vous pouvez contacter. La chargée de projet scientifique, c'est Cassandra Lonchet, et le responsable du programme à l'ANR, c'est Yvan Lacadeux. Et donc, juste au-dessus, vous avez les 2 adresses des sites. La première, c'est le site de l'appel avec le texte complet et les dates, le calendrier détaillé. Et ce deuxième lien, c'est celui qu'il faut suivre pour se créer un compte pour pouvoir déposer le dossier de candidature. Donc voilà, comme on l'a dit, le support sera disponible sur le site, donc vous trouverez ces liens à cet endroit-là, sur le site du PEPR Solupiode.
Si on peut passer. On va passer à la partie de questions. On a préparé quelques questions fréquentes qu'on nous a déjà posées et qui reviendront sûrement. Donc, on va y répondre directement avant de prendre toutes les questions qui sont dans la partie Q&R de Zoom. Euh, un premier point sur les frais de gestion et quel est le pourcentage des frais de gestion des projets de l'appel. Euh, dans le cadre des PEPR, c'est maximum 20%. Et donc, ces frais de gestion, ils sont récupérés par les établissements partenaires d'un projet, donc les partenaires qui sont financés, au prorata du budget de chaque partenaire. Ensuite, quelle sera la composition du jury? Le jury est composé d'experts internationaux qui sont sélectionnés par l'ANR et la liste sera communiquée à la fin du processus d'évaluation des projets. On nous a déjà posé la question si des thèses pouvaient être financées dans le cadre de l'appel. Oui, tout à fait. Les doctorats peuvent être financés dans le cadre des projets qui sont proposés. Et ensuite, sur les sites d'études qui sont dans le cadre des projets, les sites peuvent être situés en hexagone ou territoire ultramarin et il peut y avoir des sites à l'international à la condition que l'ensemble des sites ne soit pas limité à des sites internationaux, il faut que ça inclue des sites en France. Et un petit rappel, effectivement, les académiques internationaux peuvent faire partie du consortium, mais ne peuvent pas être financés directement. Et une dernière question avant d'ouvrir qui ont été posées dans le chat, dans l'espace Q&R. Un responsable de projet peut-il proposer deux projets? Non. Un responsable ne peut être porteur que d'un seul projet. Et ensuite, le projet doit être porté par un établissement français d'enseignement supérieur et de recherche. Voilà pour la petite foire aux questions qu'on avait préparée. On va avoir pas mal de temps pour vos questions. Alors, si on peut y aller, on a eu pas mal de questions sur la définition des SFN et notamment une question de Marie. Pardon, je ne vais pas dire les noms parce que du coup, on n'a pas la liste. Moi, je peux bien le nom. Les noms, oui, peut-être. Question de Marie-Laure Rabo-Kersi. Est-ce que dans les SFN, la biodiversité doit toujours venir en priorité ou peut-on avoir une SFN plutôt orientée cycle de l'eau ou séquestration carbone? Je peux y répondre. On peut tout à fait avoir des SFN orientés cycle de l'eau et séquestration carbone. Il faut simplement considérer que parmi les co-bénéfices, il doit y avoir des gains de biodiversité associés à cette SFN, au-delà de sa fonction de réponse aux enjeux. Donc, ce n'est pas nécessairement une priorité, mais ça fait partie des co-bénéfices. Ensuite, on a plusieurs questions sur si certaines actions constituent des SFN. On a eu notamment pas mal de questions sur la désimperméabilisation. Pourquoi c'est pas considéré comme des SFN? Il y a quelques personnes qui ont posé la question, sachant qu'elles ont des multi-bénéfices. Oui, Je c'est ça. continue, tant que Martine ne me fait pas signe qu'elle veut prendre le relais. La désimperméabilisation, c'est un exemple qu'on a montré. On a bien fait l'illustrer avec une photo. C'était celle de substrats minéraux ou de substrats techniques perméables. C'est pas une SFN, puisque une SFN se fait au travers de la gestion de la restauration ou de la protection d'écosystèmes. Donc, si on est sur des thématiques de désimperméabilisation en utilisant des écosystèmes, il y avait un exemple, par exemple, les noues végétalisées. Oui, ça fait partie des SFN. À ce moment-là, une noue végétalisée fait partie des SFN, puisqu'elle comprend une partie écosystémique qui va s'intégrer, sur laquelle on peut analyser les différentes fonctions, les gains de biodiversité, les autres éventuellement solutions qu'elles apportent aux populations et aux différentes fonctions. Donc, ce n'est pas un oui-non simple. La question, c'est est-ce qu'on mobilise des écosystèmes pour répondre à des enjeux et pour lesquels on a des co-bénéfices, biodiversité, économiques, sociétaux. De la même manière, pour la recharge de nappes, il peut y avoir des modalités de recharge de nappes qui sont de type SFN, comme il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas de type SFN. Merci.
Alors, ensuite, on a une question de Florence. Est-ce que vous incluez le transfert de pratique dans l'axe transfert d'information? Je crois que c'était par rapport à un des axes, des thématiques d'axe. Bon, je vois que partie ne l'a pas pris la main. J'étais en train de Vas-y. défaire, d'ouvrir mon micro. Oui, enfin, le transfert des pratiques, c'est des transferts d'informations. Il faudrait peut-être mieux préciser la question, mais quand on transfère de l'information, on transfère aussi les pratiques, si j'ai bien compris la question. Euh, mais pour moi, oui. On a quelques questions sur les candidatures, notamment les candidatures sont-elles associées à un PC ou bien doivent-elles être transversales à tous ces PC? Si on peut répondre rapidement, en fait, les PC et les appels à projets dans les PEPR, c'est deux choses différentes. Donc, il n'y a pas de, enfin, voilà, il n'y a pas d'obligation à s'intégrer sur des thématiques de projets ciblés. C'est deux choses différentes. Non, on les a seulement mentionnés parce que ben, c'est mieux que vous voyez un peu l'ensemble du programme et aussi l'ensemble des forces qu'on a constituées autour de ce Olympiade. C'est aussi pour vous dire que c'est pas du tout obligatoire, mais si jamais, par exemple, bon, vous voulez vous associer au PC1 sur le réseau des Living Labs ou si le transfert des connaissances peut se faire via, par exemple, un enseignement à l'université, il y a pas de barrière entre les deux, mais c'est pas du tout obligatoire pour que les deux se fassent en même temps. C'est seulement pour que vous ayez l'ensemble de l'information sur les actions du PEPR, mais pas pour des obligations d'utiliser les deux outils, on va dire. Ok. Ensuite, on a une autre question sur comment le PEPR s'articule avec le projet LIFE. Euh, je ne sais pas si on y répond maintenant, c'est privilégier les réponses qui sont les questions plus en lien avec la PEL. On peut répondre évidemment. On est en contact et en collaboration avec le projet Life Artisan et on s'inscrit un petit peu. Ces deux systèmes de financement différents sur des thématiques connexes. Le Life Artisan était focalisé en principe sur les soins fondés sur la nature d'adaptation au changement climatique. Nous, on couvre une thématique plus large. On travaille en collaboration avec eux, notamment à travers certains projets ciblés. Merci. Et on a une question, je pense, qui est à l'échelle plutôt du programme. Comment peut-on suivre les quatre secteurs précédemment cités, côtier, urbain et école? Euh, je pense que c'est un peu transversal à tout ce qui se passe au niveau du programme. Euh, oui, et puis bien sûr, les projets, les appels à projets n'auront pas à travailler sur les quatre secteurs en même temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir une spécificité ou d'en travailler plusieurs, mais vous êtes pas, il n'y a pas d'obligation à travailler les quatre secteurs. Oui, on a des thématiques ciblées comme les zones urbaines, les zones agricoles, les zones côtières, les zones protégées. Si vous déposez un projet qui est ciblé sur les forêts exclusivement ou un projet qui est ciblé uniquement sur les systèmes lacustres, vous ne rentrez pas dans les clous de Solubiode, puisqu'il y a d'autres PEPR là-dessus. Il y a Forest, il y a OneWater. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à travailler sur les quatre domaines, mais on a des domaines ciblés dans notre programme. Ensuite, on a eu quelques questions vraiment sur les thématiques et les axes. Une question de Gilles Prado. Une des questions à cheval entre l'axe 2 et 3 est un enjeu de définition avec des solutions ayant ce label avec des effets discutables et des solutions qui produisent les effets recherchés mais qui ne prennent pas ce nom. Par exemple, rewilding. Comment l'appel va-t-il gérer des propositions sur ces marges qui peuvent être importantes pour l'amplification visible? C'est une question classique dans la diffusion des politiques publiques avec de nombreux cas aux effets mitigés. Maladaptation. Je ne sais pas si Martine ou Philippe qui veut prendre cette question. Vas-y Philippe, hein, parce que j'ai pas, des fois je suis un peu coupé de quand tu causes. Tu es coupé quand je cause? Non, pas toi, Charlotte. Je pense qu'elle est trop loin du micro, je sais pas. Pardon, je vais me rapprocher. Mais peut-être c'est moi. Alors, c'est une question très détaillée. Donc, on va faire un petit peu une réponse intermédiaire aussi. C'est que
les axes, c'est nécessaire lorsqu'on structure un appel à projet, et c'est un petit peu une thématique de rédaction. On attend, mais on n'oblige pas aux réponses inter-axes. Donc, d'aller aborder des thématiques à l'interface entre deux axes absolument pertinents, à la fois en termes d'effets positifs ou négatifs associés, comme là dans la remarque de Gilles Prado, il y a des questions de labels avec des effets discutables. C'est un petit peu aussi ce qui a généré la définition de l'UNEA 5. Donc, cette obligation de prendre en compte des co-bénéfices positifs en termes sociétaux, économiques et de biodiversité, c'était une des solutions pour faire en sorte que les SFN n'étaient pas un label qui pouvait comprendre des actions qui se faisaient au détriment de la nature, dans certains cas, ou de population, dans d'autres cas, ou voire des deux. Euh, donc, de ce que je vois de ce que vous listez dans votre question, ça paraît totalement dans un cadre d'inscription dans ce qu'on peut attendre comme type de projet, enfin, de thématique abordée. Donc, on va travailler pas en silo d'axes, mais en thématique globale liée au SFN. Comme je l'ai dit au début, un projet n'est pas censé répondre à tous les axes, mais ne peut très bien aborder qu'un ou des combinaisons intermédiaires. Merci Philippe. Alors, je vais donner plusieurs questions qui sont sur la nature du consortium, les composantes du consortium de recherche. Oui, Alors, une question de Marie-Laure encore. Le consortium doit-il comprendre à la fois des académiques et des industriels? Et les partenaires qui ne sont pas financés sont-ils considérés dans l'évaluation du consortium? Euh, qui- alors, je sais pas, Martine, tu C'est veux que pas je une réponde? Tu continuité. l'as? Non, non, on peut répondre, parce que c'est pas une question compliquée. Mais, oui, enfin, de toute façon, on attend à ce qu'il n'y ait pas que enfin, on est vraiment ouvert à tout, on va dire. Qu'il n'y ait que des partenaires académiques, parce que c'est des réponses ou des questionnements qui sont plutôt encore en amont des SFN, on va dire, un peu plus de nature fondamentale, et que ça rejoint, enfin, ça remet ensemble que des académiques, ça ne nous pose pas de problème. Par contre, s'il y a des solutions, disons, plus expérimentales sur le terrain, et que ça met en œuvre des associations, etc., ces associations peuvent être considérées comme partenaires du projet, sans être pour cela, évidemment, recevoir des financements, vu les règles, étant donné les règles de l'ANR. Donc, on est ouvert un peu à tout. Ça veut dire qu'on peut avoir que des académiques, mais la qualité du consortium, c'est par rapport à la qualité des personnes qui vont s'inscrire dans ce consortium et répondre aux questions qui seront posées dans le projet qui est présenté. Mais on n'a pas une grille, telle association c'est +3, telle association c'est -2. On n'a pas, c'est plutôt la qualité en fonction des questions posées. Oui, pour compléter, effectivement, c'est ça. S'il y a des partenaires non académiques, on va considérer en quoi leur présence est un plus pour le projet, avec la limite ils peuvent être partenaires, mais non financés, en tout cas pour l'essentiel des travaux. Alors, il y a eu plusieurs questions dans le chat. Les prestations sont éligibles dans le financement. Il est tout à fait possible de construire. Il y a certaines règles pour définir ce qu'est une prestation par rapport à un partenariat. Donc ça, je vous laisse vous rapprocher soit de l'ANR, soit revenir vers nous si jamais il y a des questions un petit peu de marge, mais on a ces contraintes-là. Euh, pour revenir sur ces questions de financement, quelqu'un pose la question, en tant qu'ONG français, est-ce qu'on peut postuler sur des projets à l'international, même si c'est juste les partenaires français qui reçoivent le financement? Donc effectivement, si on répond rapidement, je pense qu'effectivement, les établissements français peuvent recevoir le financement avec dedans dans le projet des sites internationaux. Si c'était ça la question. Avec la nuance que normalement les ONG, donc les assos, ne reçoivent pas de financement direct, Mm. de financement. Donc on va un petit peu retourner cette question. On pourrait imaginer un consortium qui est piloté par un organisme ou une équipe universitaire française, qui développerait des SFN à l'international. Ce qu'on a défini comme règle pour nous, parce que c'est un financement un petit peu particulier France 2030, c'est que les projets sur lesquels le développement SFN serait intégralement à l'international ne seraient pas éligibles. Par contre, s'il y a une combinatoire de sites
expérimentaux ou de sites de suivi en France et à l'étranger, Europe et hors Europe, c'est éligible. Ce qu'on ne rendra pas de manière très favorable, c'est les projets qui seraient intégralement situés dans un autre pays, même si l'équipe porteuse est nationale. Merci. On a aussi la question, est-ce que les parcs nationaux et régionaux sont éligibles à recevoir des financements? A priori, non. Euh, ça peut être des partenaires non financés, sauf si c'est démontré qu'ils participent à une mission de service public sur l'enseignement et la recherche. Donc ça C'est à dépend. nuancer, c'est à Ça nuancer. dépend. Ouais, Ça va dépendre un petit peu de leur statut. Donc ça, ouais, ouais. il faut un On paraît regard que- ouais. sur le statut. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs publics, des groupements d'intérêt public, etc., qui ont des statuts éligibles pour l'ANR. Donc ça, je vous invite, dans ce cas de figure-là, à vous rapprocher de l'ANR directement ou à travers nous pour vérifier l'éligibilité d'un partenaire éventuel de ce type-là. Ouais, ouais, tous les parcs nationaux n'ont pas les mêmes statuts. Parce qu'il y en a qui sont en charge d'enseignement, enfin, qui sont reconnus comme en charge d'enseignement et d'autres non. Et donc, c'est en fonction de ça. Mais il n'y a que l'ANR qui sait, parce que c'est les règles de l'ANR, il n'y a que l'ANR qui sait. Ils vous demanderont des tas de renseignements sur le parc en question, mais à part ça, c'est eux qui décideront. Merci. Il y a quelqu'un qui pose la question par rapport à l'éligibilité. Le porteur de projet doit-il être un membre du personnel permanent des institutions éligibles? Je ne sais pas si l'un de vous deux a la réponse. J'avoue que Question qu'on n'a pas évoquée, ça c'est plutôt la règle des organismes, par exemple, mais je sais qu'au CNRS, quelqu'un qui n'est pas permanent, qui est un CDD, selon la durée, peut pas déposer des projets ANR. Donc je sais pas. Tu as la réponse, Philippe, aussi catégorique que ça? C'est pas exclu. Alors, la question va se poser effectivement pour l'établissement porteur, notamment si le Ouais. personnel non permanent a une durée de contrat inférieure à la durée du projet. Oui, bah c'est ça le Ça veut problème. dire qu'on perdrait le porteur officiel du projet en cours de projet, ce qui est problématique. Donc, c'est pas une règle d'interdiction, mais ça, c'est à voir aussi un cas par cas avec votre établissement. merci. Je regarde s'il y a d'autres questions qui sont vraiment sur le consortium ou les porteurs pour essayer de grouper. Bon, ça, on a déjà répondu. Euh, on a la question de Lucie Chour. Un porteur de projet biodiversa peut-il porter aussi pour ce PEPR? Peut-on avoir deux coporteurs? Deux coporteurs, normalement, il y a un porteur. Hmm. Je pense que c'est une règle de l'ANR, hein. Il n'y a pas de coporteur, il n'y a que des porteurs. Mm. Il n'y a que des porteurs principaux parce que ça permet, c'est une question d'accès au portail de suivi des projets, etc. Donc il y a un porteur principal et après, bien sûr, il y a toute une structure de projet qui peut faire qu'il y a des responsables de différentes tâches qui sont clairement identifiés et clairement. On a Voilà. une réponse de Cassandra dans le chat qui nous indique qu'il peut y avoir qu'un seul responsable scientifique. Voilà. Et du coup, on avait la première partie de la question qui est un porteur de projet biodiversa peut-il porter aussi pour ce PEPR? Je pense pas que ce soit limitant. Je pense pas que ce soit limitant. Ce sont deux Projets différents. Des appels de différents, oui. financements différents. Ouais. C'est deux appels à un financement différents. Il faudra juste vérifier que vous n'avez pas 300% de votre temps parce Ah, que ça sera problématique. Ça, c'est l'ANR qui gérera. Et accessoirement, bien sûr, nous, on a un regard, enfin, on regarde ce qui se fait du côté biodiversa, donc il s'agit de ne pas revendre des projets deux fois, quoi. Mais bien sûr, c'est tout à fait possible de porter plusieurs projets. on a- Oui, alors, on a une autre question de Morgane Innocent. J'aimerais savoir si dans les questionnements SHS, la question des freins à l'appropriation des SFN auprès de différents types d'acteurs est aussi d'intérêt. Oui, Oui.
Oui. C'est simple et efficace comme réponse. Ensuite, on a une question sur est-il nécessaire de déposer des lettres d'intérêt émanant des partenaires non financés impliqués dans le projet lors de la première phase? Non. On est d'accord que c'est une lettre par Une lettre projet d'intention du projet. Oui, déposée par le coordinateur. oui. Donc, vous ne devez pas déposer plusieurs lettres par partenaire du consortium, c'est une lettre par projet. Alors, on a eu plusieurs questions sur les cofinancements euh, de Marie-Jeanne notamment et dans quelqu'un d'anonyme. Est-ce qu'on peut faire apparaître des cofinancements si la demande s'insère dans des programmes de recherche déjà existants? Euh, Parfois c'est mal perçu, parfois c'est au contraire souhaité. Non. On est dans le cadre d'un projet. Alors après, c'est une transparence, expliquer en quoi ça va être combinatoire. Mais si on a un projet qui a un financement intégral qui correspond à sa structure, on n'est pas un financement qui permet d'apporter des crédits complémentaires à des projets déjà existants. Bien sûr, si ça s'inscrit dans un programme plus ambitieux, vous pouvez dire que cette tâche-là, qui est autonome, liée à ce projet déposé, s'inscrit dans un programme plus vaste, thématiquement, éventuellement, mais tel qu'il est construit, je dirais non. Martine, tu... Je dirais non, d'une façon. Il faut que le projet de l'ANR en tant que tel, enfin le projet Solubion en tant que tel, soit un projet complet et qui ne dépende pas de cofinancement d'autres projets qui seraient sur les mêmes thématiques. Ça, c'est sûr. Euh, alors, je m'enlève celle-ci parce que c'était la même question. Euh, une question de Vona Meleder. A-t-on le droit de dealer avec les partenaires sur les frais de gestion pour avoir... Attendez, je relis la question pour la Pour avoir un budget RH. pour une chef de projet. Ou alors faut-il le budgétiser dans le budget hors frais de gestion? Bon, ça, je dirais, c'est à vous de voir. Si vous avez la chance de pouvoir négocier avec votre RH qui vous mettent à disposition un chef ou une chef de projet dans le cadre des frais de gestion, c'est très bien pour vous. Euh, moi, je connais pas beaucoup de RH qui acceptent de faire ça, mais c'est possible. C'est pas à nous de dire non, hein, bien sûr. Sinon, si vous avez un besoin de recrutement de manager ou de manageuse de projet, il faut le budgétiser dans les frais de personnel. Donc ça, c'est au cas par cas aussi à voir avec votre structure. Ok. Alors, une question de Christophe Croisy qui dit le droit à un environnement sain est reconnu comme un droit humain par l'Assemblée générale des Nations Unies. Euh, N'y a-t-il pas ici maintenant dans les axes 2 et 3 voire 4 euh, pardon, j'essaie de relire la question en même temps, elle est assez longue. N'y a-t-il pas ici et maintenant des axes 2 et 3 voire 4 l'occasion de commencer à travailler sur les droits de la nature qui viendrait consolider et aiderait à pérenniser toutes ces recherches sur la SFN ou alors quelque chose est-il prévu en futur appel dans l'ensemble du programme? Je sais pas. Martine, tu te lances? Oui, Je raconte. je me lance, oui, j'avais coupé mon micro, je n'avais pas vu. Oui, on va essayer. Pardon. Oui, on a une partie qui soit d'ailleurs à cheval, on va dire plutôt entre l'axe 2 et l'axe 3, qui relève des thématiques de justice environnementale. Donc la justice environnementale, on la prévoit pour les humains, mais aussi pour les non-humains. Donc je pense que ça rentre totalement dans le cadre de cet appel d'offres aussi, si vous justifiez correctement les réponses à ce domaine. Merci. Euh, alors, on a une autre question de Marie-Jeanne Guénin. Dans le cas de montage de projet coporté, faut-il identifier une personne qui porte en principal avec un labo principal pour recevoir le financement? Alors oui, il y a un seul porteur. Mais effectivement, le financement peut être... Il y a plusieurs partenaires qui peuvent être financés. Bonjour Oui, mais Marie-Jeanne, Mais du coup, il y confirme, a... hein, il y a un porteur ou une porteuse, bien sûr, un principal, avec un labo principal qui porte le projet. Ah, je suis revenu
Oui, les milieux forestiers sont permis dans ce PEPR. Si c'est pas le centre du projet, parce que qu'on soit en zone urbaine, en agrosystème ou autre, en système côtier, il y aura forcément différents types d'écosystèmes de milieux, donc y compris des milieux forestiers. Donc, prendre en compte les milieux forestiers sur un périmètre, par exemple, urbain, il y a des forêts urbaines, il y a des boisements et des îlots de boisement en zone agricole qui peuvent contribuer aux agrosystèmes. Donc, la question, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les milieux forestiers, comme je l'ai dit, ou sur les milieux aquatiques, car ce ne sont pas les sites du PEPR, mais ça ne veut pas dire qu'on va les ignorer ou faire comme s'ils n'existaient pas dans le périmètre. Donc, des milieux forestiers sont éligibles s'ils s'inscrivent dans les thématiques, les milieux ciblés. Oui, on a exactement la même démarche dans les living labs. À partir du moment où on a un living lab urbain, bah, il y a souvent une rivière qui coule en plein milieu de la ville et on ne fait pas un point, une tache noire au-dessus de la rivière et on ne la regarde pas. Elle fait partie de l'écosystème urbain dans ces cas-là et on travaille aussi sur la rivière sans pour cela qu'on aille rentrer en compétition avec One Water. Mais il ne faudrait pas Ouais, mais sur un projet sur l'influence des rivières sur quelque chose. Ça rentre pas dans direct. Si l'angle d'attaque est rivière ou forêt, on peut pas rentrer, il peut pas rentrer directement dans l'appel d'offres. Enfin, c'est pas. Mais il peut rentrer indirectement grâce aux écosystèmes. Si je Et les comprends. mangroves, c'est des écosystèmes forestiers si on veut aussi en parler, alors que c'est aussi des milieux côtiers et qu'elles sont super importantes pour les milieux côtiers. On a une question sur la dimension internationale. Est-ce qu'elle est souhaitée forcément ou pas? pas forcément. Non, pas forcément. On vous rappelle, hein, Philippe l'a déjà fait, mais on est dans les programmes France 2030, donc c'est vraiment, on est financé par le cabinet du Premier ministre, donc c'est vraiment pour revaloriser la France et la recherche en France, pour la beauté de la France, etc. Donc si on lui dit, ah bah, on fait tout, je sais pas, moi, n'importe où, hein, mais aux États-Unis, par exemple, euh, on va se faire remballer, quoi. Donc, on peut enfin déborder, c'est pas le bon terme, mais on peut par comparaison, je sais plus, je donnais l'autre jour une comparaison, bah, si on est dans les îles, entre La Réunion, Mayotte et puis bah, Madagascar. Parce que dans ces cas-là, on fait une comparaison des îles de l'océan Indien et on ne veut pas oublier Madagascar. Ça nous paraît tout à fait logique. Et puisqu'on nous a déjà posé la question, un programme qui ne serait que sur Madagascar, ça ne serait pas éligible dans ces cas-là pour l'appel d'offres. On a ensuite une question sur les contours des SFN. Est-ce que la dépollution des sites en utilisant la biodiversité suivie d'une revégétalisation compte comme SFN? Je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, mais ça me paraît, en tout cas sous cette écriture-là, Ouais, alors rentrer dans le cadre de SFN. rentre dans le cadre des SFN, alors je vais y mettre mon Oui. veto, dans le cadre où cette revitalisation, c'est une revitalisation qui tient en compte justement de cette diversité génétique dont on parle Mm. justement dans le cadre de l'axe 1, ce qui vous permettrait d'ailleurs aussi de répondre à des questions de l'axe 1 et qui fait appel à des espèces locales et pas aux eucalyptus qui font tant de bien à nos sols sur le territoire. Euh, Merci. Euh, on a une question sur l'éligibilité en anglais. Public Limited Company. Peut-être, on va peut-être juste pour pousser sur cet aspect d'éligibilité, il y a beaucoup de questions dans le chat qui demandent si telle ou telle structure sont éligibles. Je vous appelle à, comme on l'a déjà précisé, à rentrer en contact soit avec nous, soit au service de l'ANR. On a notamment l'adresse pprs-solubiode-agence-recherche.fr que je vais remettre dans le chat qui vous permettra de poser votre question spécifiquement pour les questions d'éligibilité. On a reçu énormément de questions, donc je pense qu'on peut pas Parce que passer. pour répondre à ça, de toute façon, Cassandra confirmera, mais il faut que l'ANR regarde les statuts, et les statuts sont disponibles sur un site du ministère, et en vérifiant justement ces statuts, l'ANR peut prendre une décision ou pas. Mais on peut pas, pour un certain nombre d'organismes, enfin d'organismes non, mais un certain nombre d'associations, etc., on peut pas répondre comme ça de but en blanc.
Je voulais juste dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvie qui a posé une question qui vient d'une entreprise à visée régénérative. Votre question a été coupée. Oui, C'était j'essaie de elle est l'activer et ça regroupe d'autres questions où certaines personnes vont demander s'il y avait une possibilité de mise en lien entre les différents projets. Malheureusement, on n'a pas de plateforme de matchmaking possible. Euh, donc, je sais pas trop comment on pourrait fonctionner vis-à-vis de cela. Ah, vous pouvez éventuellement, toujours, enfin, à condition que ça ne prend pas le travail d'une personne à plein temps, parce qu'on n'a pas ces ressources-là à Solubion, mais si vous avez des questions précises, vous pouvez toujours les envoyer à contact et on peut faire une espèce de fausse boîte de questions-réponses auxquelles on répondra au cours du temps. Mais il est évident qu'on ne pourra pas faire ça toute la journée, mais s'il n'y a pas trop de questions, on pourra essayer d'assurer un suivi. Mais si vous faites ça et des questions bien précises qui nous permettent de répondre oui ou non, ou seulement répondre en faisant un clic sur Internet pour avoir une réponse plus rapide, mais pas Euh, Et pour donner en tout cas votre intérêt sur une thématique, vous pouvez là actuellement utiliser le chat également, ce sera normalement visible par tous les participants. Parce qu'on ne peut pas transmettre la liste, mais vous pouvez vous auto-porter sur le chat, ce qui donne bien évidemment accès à tout le monde à votre nom et prénom. Alors, on a une question de Lucie Chou. Concernant les frais de gestion de 20% max, cela veut dire que si on a l'université qui prend un pourcentage et le labo un autre pourcentage et que les deux additionnés font plus de 20%, ça n'est pas possible. En fait, c'est 20% au niveau de l'établissement, en tout, sur la totalité de votre budget. Voilà. Hop. On a Pour revenir là-dessus, enfin, je ne sais pas de quelle université vous parlez, mais il y a quand même maintenant plus d'une quarantaine de PEPR. Donc, que ce soit enfin, le CNRS, l'INRAE ou les universités, il y en a beaucoup qui ont signé des contrats maintenant avec, avec des PEPR, que ce soit des projets ciblés ou des appels d'offres. Et donc, ils ont l'habitude maintenant de ces 20%. Donc, je pense que c'est vraiment une règle qui est maintenant bien établie et qui fait pas de soucis dans les unités. Je pense qu'on y a déjà répondu, mais il y a quelqu'un qui pose la question si les actions de restauration, qui dans leur technique utilisent des approches de phytorémédiation, des imperméabilisations, exemple, Pitch, rentre dans le scope de l'appel. Et on a aussi une question sur les sites contaminés en milieu urbain, et si ça compte comme des SFN, si leur restauration compte comme des SFN. On a deux questions là-dessus. Ouais. oui, ben, c'est-à-dire que c'est difficile de répondre. On a voulu, pas prêter à confusion, on a voulu dans le diaporama indiquer que certaines thématiques n'étaient pas au cœur des SFN, comme l'agrivoltaïsme ou le biomimétisme, la bio-inspiration. Donc, on n'est pas sur une question de définition hyper stricte. Il faut simplement se poser la question, est-ce que votre projet de recherche et votre outil de recherche rentrent dans le cadre de la définition SFN qu'on retrouve dans l'UNEA 5 ou l'UICN? Donc, est-ce que cette thématique-là, ça coche un petit peu les cases? Vous pouvez d'ailleurs vous inspirer des critères proposés par l'UICN et des standards IUCN des projets SFN pour vous auto-évaluer éventuellement. Donc, on peut pas dire que, voilà, on peut pas dire non, c'est une action de restauration avec l'approche de phytoremédiation, on ne rentre pas dans la SFN. Ça, c'est impossible de répondre à cette question en direct. Euh, Si on a une action de gestion, de protection, de restauration, de renaturation d'écosystèmes avec des co-bénéfices, encore une fois encore, en termes sociétaux, donc pour les habitants, en termes économique, en termes de biodiversité, ça coche les cases de ce qu'est une solution fondée sur la nature. Si au départ, vous avez bien aussi identifié un enjeu à laquelle cette action est censée répondre. C'est-à-dire que si l'enjeu, c'est de restaurer la biodiversité pour la biodiversité, on n'est pas non plus dans une coche SFN, puisqu'on est sur une solution à un problème en utilisant la nature pour y répondre. Euh, bon, voilà.
On laisse ouvert, c'est ouvert, ça sera soumis à relecture et à interprétation. Oui, et surtout, c'est des solutions qui permettent d'être évaluées, on va dire comptabilisées, et puis c'est peut-être pas non plus le terme idéal, mais qu'on puisse évaluer. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, telle solution fait du bien à la biodiversité, soit oui, mais voilà, quelle biodiversité, comment le milieu a changé avant, après. Donc, c'est pas seulement, pas que du discours, mais il faut pouvoir aussi le démontrer. On a une question plutôt de calendrier de Samuel Robert pour plus de précision. Quand peut-on imaginer le début d'un projet? Normalement, ce serait pour début 2026, donc courant 2026. Les réponses seront données normalement fin d'année 2025. Merci. Une autre question sur les axes de Jérémy Vidal-Piol. La combinaison de plusieurs axes au sein d'un projet sera-t-elle vue comme une plus-value ou un projet mono-axe sera-t-il considéré comme aussi pertinent qu'un projet polyaxe? Aussi pertinent. On dit, on a des axes, on peut avoir un projet qui concerne qu'un seul axe parce qu'il est très ciblé, mais les axes sont quand même déjà en tant que tel larges aussi hein, dans leurs acceptations. Donc, c'est projet par projet. Martine, je pense pas qu'on ait une. On l'a pas inscrit d'ailleurs dans le programme. Hein. Dans l'appel à projet, on n'a pas dit il faut répondre à plusieurs axes de manière obligatoire parce que les projets mono-axes sont pas tout à fait aussi recevables. Oui, oui, c'est volontairement qu'on n'a pas justement inscrit. Pardon. Ça, dans le programme, c'est qu'on peut répondre seulement à un seul axe parce que de manière approfondie, sans avoir recours aux autres axes et vice-versa, on peut répondre à deux ou trois axes en même temps. Une autre question sur les axes, cette fois plus de distinction entre deux axes de Frédéric Bonin. Quelle différence de positionnement entre appropriation des SFN dans l'axe 2 et amplification dans l'axe 3, qui est une forme d'appropriation? Donc pareil, les limites sont un petit peu perméables entre les deux. Je ne sais Oui, pas oui, si... bah, je vois que Martine nous tous, donc je vais aussi encore répondre. Oui, effectivement, c'est connexe. Lorsqu'on va amplifier, c'est-à-dire adopter des SFN sur des grandes étendues, c'est une forme d'appropriation. Alors, on ne parle pas forcément de la même appropriation. Donc, une question de gradient entre l'appropriation des SFN d'un point de vue local par les personnes qui sont impactées en bénéfice ou en inconvénient éventuel par une solution fondée sur la nature ou alors d'appropriation au sens d'appropriation par les acteurs institutionnels, voire les entreprises, de techniques SFN, qui est une clé pour l'amplification. Donc, c'est totalement un gradient qui relie les thématiques d'axe 2 à l'axe 3. Donc, je ne sais pas si je Euh, réponds à côté ou pas, mais je pense que c'est bon. Partie dit oui. Une question de Claire de Fieur. Est-ce que les SFN font toujours des études d'écosystème ou est-ce qu'une étude à des échelles plus petites, à l'échelle génétique ou protéique, font aussi des SFN? Martine, je te laisse ça. Tu as le micro coupé. C'est une question à laquelle j'ai pas vraiment, je dirais, réfléchi d'une façon approfondie. Au niveau protéomique, ça m'étonnerait quand même parce qu'on parle de réponse à des problèmes sociétaux. Il faudra me donner des exemples plus précis pour pouvoir répondre comme ça sur le principe même. Je vois pas une réponse directe à faire. Je vois pas comment la protéomique peut utiliser les écosystèmes pour répondre à des problèmes sociétaux, mais je demande à des exemples qui me convainquent. J'ai pas d'a priori contre, mais je vois pas. Ouais. Après, on va pas dire que c'est fermé complètement. Une définition habituelle des SFN s'appuie sur des écosystèmes naturels ou semi-naturels. Donc, si on se travaille sur un aspect protéique ou sur des aspects génétiques sur une espèce en particulier, on rentre dans les clous de ce qu'est une solution basée sur un écosystème naturel ou semi-naturel ou géré. Donc, dans ce cas, on pourrait dire ce n'est pas vraiment une SFN, mais on ne ferme pas forcément la porte, donc ça sera soumis à interprétation et à avis par les différents évaluateurs.
Merci. On a eu plusieurs questions sur les Living Labs et sur la dimension locale. Je vais peut-être en poser plusieurs en même temps. Ça permet de répondre au global. Euh, on a une question de Cécile Lelanne sur est-ce que les projets interdisciplinaires locaux sont acceptables? Et ensuite, sur les Living Labs, euh, Cécile Capderet qui dit qu'il est attendu une certaine complémentarité avec les Living Labs. Est-ce que cette complémentarité peut être géographique, par exemple un site d'études, et ou thématique, mais sans site d'études, que ce soit un site de pratique précis? Euh, je regarde une autre question de Julien Marie. Un consortium Living Lab peut-il porter une réponse à l'appel précisément centré sur le périmètre social, écologique, politique d'un Living Lab? Par exemple, une réponse centrée sur un contexte qui part de questions ayant émergé d'un territoire spécifique. Ou bien la réponse doit-elle partir d'interrogations plus globales, le Living Lab considéré ne représentant alors pour l'essentiel qu'un terrain de recherche et d'expérimentation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux dimensions. Il y a la question est-ce que le projet peut être sur des questions très locales et la place des Living Labs et quelle dimension, enfin, quelle implication des Living Labs doit être dans les projets. Désolée, ça fait un gros coup. Un projet interdisciplinaire local, tout dépend ce qu'on définit par local, aussi est acceptable. Dans le cadre où vous rentrez dans un projet qui est scientifiquement ambitieux, innovant, qui propose de développer les SFN, ça pas tout à fait à un échelon local. C'est construit, c'est pas construit comme ça. Alors, la question des Living Labs, on a 11 Living Labs actuellement dans le programme Solubiode. Les projets peuvent s'articuler au sein des Living Labs ou en dehors des Living Labs, ou partiellement. C'est-à-dire que ce n'est pas on n'a pas voulu mettre une obligation que les projets de recherche doivent s'inscrire obligatoirement dans le territoire, les périmètres des Living Labs existants, mais on peut très bien construire un projet au sein d'un Living Lab ou de plusieurs Living Labs ou en dehors complètement. Donc c'est ouvert de ce côté-là. Euh, Très bien. Et ah, Martine, ton micro est coupé. Et on peut aussi, un projet peut, si les questions sont identiques, peut s'appuyer sur deux ou trois Living Lab. Enfin, partie de Living Lab dans ces cas-là. Si c'est, je ne sais pas, une question sur l'érosion côtière, on peut la traiter dans trois Living Lab différents, par exemple, aussi. Très bien. Et sur une des questions Une de Living question Labs, bien précise, évidemment, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des 11 Living Lab du projet. Ce serait un peu trop oui. étendu. Il y avait une autre question subsidiaire, c'est quelle est votre sensibilité sur des questionnements liés à Mayotte, reconstruction post-cyclonique, mobilisation des savoirs locaux, etc. On est très favorable, hein, mais c'est tout. À part ça, Mayotte fait partie de l'outre-mer, donc il n'y a pas de souci. Ça rentre dans les critères de l'ANR et du PEPR. Donc, pourquoi pas? Au contraire. Très bien. On a une question de Rachel Portal-Salin. Dans le cadre d'un projet de restauration trait de côte avec une approche écosystémique terre, dunes, marais et mer, plage et estran, nous sommes amenés à utiliser une technique en dur. Celle-ci est provisoire et réversible. Ce projet expérimental est éligible, sachant que la technique contribue au processus de revégétalisation durable dans le temps et de recréation de la plage en tant que zone tampon. Je pense que ça rejoint plusieurs choses que vous avez déjà dit sur Philippe, ton micro est coupé. Philippe, ton micro est coupé. Je sais pas si J'ai nous fait le entendez. même coup. Mon micro était coupé. Je disais, on rentre un petit peu ce qu'on a dit là. Dans ce genre d'exemple, on est dans le cadre d'une solution technique, on va dire intermédiaire, qui vise à aller vers une ESFN. Donc moi, je dirais que j'aurais un œil assez intéressé à regarder ce type d'approche expérimentale. Il faut voir si après, l'ensemble de la structure rentre dans le cadre des SFN, si c'est convaincant. Mais les SFN, comme on l'a dit, on ne le construit pas forcément en opposition absolue à des solutions technologiques classiques de bâtiments ou de génie civil. Ça peut s'inscrire en complémentarité. Et donc là, dans l'exemple qui est listé,
dans la question. Visiblement, on est sur une structure de technique intermédiaire, réversible, qui vise à l'installation d'écosystèmes, donc à voir. Très bien. Ensuite, on a une question pareille un peu sur les porteurs et les participations. D'Emmanuel Baudry, est-ce qu'une unité peut participer à deux demandes si elle n'est pas porteuse? Alors, on va clarifier. Une même structure, une même personne ne peut pas porter deux projets, mais peut participer à deux projets. Mais on ne peut pas être porteur. C'est-à-dire que donc une unité peut participer deux demandes. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas porteur, mais que vous êtes un des acteurs majeurs de deux projets, on peut s'interroger sur le fait. Et aussi, il faut faire attention que ce ne soit pas la même action qui est construite dans deux projets différents. Mais c'est pas interdit. Une question de Laurie Thune. Est-ce que le financement de postdoc, un jeu de recherche, est éligible? Euh, oui, je crois que la réponse est oui. La réponse, Je hoche de la tête. la réponse est oui. Hop, on a une autre question, mais ça revient sur si les projets peuvent renforcer un living lab ou un observatoire au milieu, zone atelier. Et oui, on y a déjà répondu. Hop. Une autre question de Laurie Dune. Est-ce que l'aide au lancement d'une chaire autour des SFN en zone agricole pourrait être éligible? Euh, non, je crois pas, hein. Non, je ne crois pas dans le cadre du projet ANR, c'est pas, ce sont des questions de recherche. Et donc là, on ne peut pas lancer une chaire. Enfin, je vois pas comment, enfin, j'ai pas assez de précision sur ce que les gens ont derrière la tête là-dedans. Par contre, on a un PC sur les chaires. On a dit qu'elles devaient être dans les universités, mais elles peuvent aussi s'attaquer à des recherches en zone agricole. Dans ces cas-là, oui, il n'y a pas de Ouais, souci. Mais ce serait plutôt dans le cadre du projet ciblé, plutôt que dans le cadre de l'appel d'offres ANR. ouais. J'inciterai à prendre contact avec les porteurs du projet ciblé des chaires pour poser cette question. Mais dans le cadre de l'appel à projet, ça ne me paraît pas éligible. Très bien. On a une question sur les projets monoéquipe. Est-ce qu'ils sont éligibles ou est-ce qu'il faut prévoir obligatoirement un consortium, pardon, entre plusieurs partenaires? Question d'Yvan Passinas. Ça dépend de ce qu'on appelle équipe. C'est ça un peu le souci, c'est que selon les organismes, les équipes sont différentes et de Oui. structure. Là, c'est l'exemple qui est donné, c'est les projets ANR PRME. PRME. Vous n'avez pas les projets. Alors, oui, bah Martine, de toute façon, tu l'as dit, hein, on n'a pas souhaité vous indiquer qu'il fallait obligatoirement avoir deux, trois, quatre partenaires minimum pour construire. Euh, Par contre, on a insisté sur l'interdisciplinarité. Donc, si vous venez d'une même structure porteuse, une université, une PST, unique, vous pouvez très bien construire une interdisciplinarité en mobilisant différents chercheurs et chercheuses de différentes thématiques, donc construire une réponse. Si on est un projet ciblé sur une équipe monodisciplinaire, ça rentre pas trop dans les clous. Ok. Si le PEPR a une durée de 9 ans, est-il prévu d'autres appels à projets dans les années à venir? Oui, il y aura d'autres appels. Et notamment, il y a quelques détails sur le site du PEPR. Il y aura d'autres types d'appels, notamment un appel pour des Living Labs dans quelques années, d'ici 2027 à peu près. Mais oui, il y a plus de détails sur le site du programme. Martine, tu veux compléter dessus la réponse Oui, de Charlotte? et donc le, on a bloqué, parce que s'il fallait, vu le contexte actuel, il valait mieux bloquer tout l'argent qu'on avait pour le lancement d'appel d'offres. Donc on a tout bloqué là, comme si on ne faisait qu'un seul appel à projet. Mais avec Philippe, on se réserve. Imaginez que
on n'a que 4 très bons projets suite à l'évaluation par le comité international ou originaux, enfin, qui répondent donc à tous les critères d'appel d'offres. Dans ce cas-là, dans quelques années, on lancera un second appel à projet qui était au départ ce qu'on avait l'intention, mais qu'on nous a conseillé plutôt de pas, en tout cas, faire dans les faits et de ne pas annoncer comme ça. Ah, donc, on a cette somme d'argent. Maintenant, si on n'a que des bons projets, on lancera tout cette année. On ne va pas dire, ah bah, attendez, on attend. Maintenant, si on peut en financer qu'un certain nombre et que on sous-estime, on estime, pardon, pas sous-estime pas, on estime qu'il y a des questions par rapport aux axes, Philippe vous a présenté, auxquels ben, il n'y a pas eu de réponse, on relancera un appel d'offres, mais qui sera plus centré sur ces questions et sur ces axes qu'on vous a développés il y a maintenant quelques instants. Oui. On a une question. Pour évaluer si le projet est une véritable SFN, suivez-vous une définition spécifique ou des critères particuliers, par exemple celui du CNPNE aux Commission européenne? Euh, et donc, comme ça a été présenté tout à l'heure au début, c'est la définition de l'UNEA qui est retenue au niveau du programme. Et vous la retrouverez notamment au début de la présentation qu'on mettra en ligne. On a une question de Marie-Laure Abokarsi. Peut-on ajouter des partenaires au consortium dans la phase 2? Je vous... Ok, oui, c'était ça la question. Euh, des partenaires financés ou non financés? Je dirais que oui. Je crois que oui, puisque Je dirais que oui. il est aussi possible pour l'équipe aussi, enfin pour le comité de sélection de proposer aussi des regroupements. Oui, oui, parce que notamment à la relecture des lettres d'intention avec le comité d'évaluation, regardez s'il y a des projets qui sont très proches, qui pourraient se compléter et vous proposer de faire des retours. Donc le projet déposé complet n'est pas une copie intégrale de la lettre d'intention. Oui, ça peut même être une remarque suite aux lettres d'intention. Par exemple, votre projet, il est super, mais il vous manque, à tout hasard, hein, il vous manque par exemple une évaluation économique de votre projet. Vous devriez prendre la tâche d'un économiste pour travailler avec vous. Dans ces cas-là, on s'attend à ce que dans la réponse à l'appel d'offres, il y ait justement un économiste en plus. Donc, évidemment, un partenaire supplémentaire. Merci. Une question de Sandrine Huiton. Est-ce qu'un travail autour des récifs artificiels en milieu marin pourrait être éligible? Ça, c'est toujours pareil, ça. Faudrait être présenté un cas précis. Moi, un bloc de béton qu'on met dans l'eau, pour moi, c'est pas une solution fondée sur la nature. Maintenant, des récifs artificiels qui ont essayé de ressembler le plus possible, à des récifs coralliens, qui utilisent des matériaux style des concrétions calcaires, ou etc. Peut-être oui, mais ça, il faut avoir la réponse, enfin, il faut avoir le projet précis en main pour pouvoir répondre. Donc là, voilà, la question, ça va être quel est l'enjeu? Pourquoi on fait ce récif artificiel? Et il doit avoir aussi comme vocation à construire un écosystème, c'est-à-dire à initier la restauration de l'écosystème pour répondre à cet enjeu, qui peut être la stabilisation du trait de côte, qui peut être des limitations X ou Y. On ne fait pas, a priori, de récif artificiel pour favoriser la biodiversité marine, qui est une thématique fort légitime de conservation de la biodiversité, mais qui n'est pas une thématique centralement SFN, puisque euh, le problème que l'on souhaite répondre à travers la SFN n'est pas clairement identifié. Alors, il y a toujours, bien sûr, un discours, est-ce que préserver la biodiversité, c'est pas un enjeu? C'est pas la clé d'entrée principale. Il doit y avoir un co-bénéfice biodiversité net de la SFN, mais le but de la SFN, c'est pas de faire le bénéfice net de biodiversité. Si je suis à peu près clair, pas forcément certain. Merci. Oui, je précise que, il y a beaucoup de questions et donc vous n'avez pas besoin de reposer deux fois la même question. On a bien l'historique, c'est juste qu'on met un peu de temps à y arriver à chaque fois.
Merci. On a pareil une question sur est-ce que la gestion et l'utilisation des biodéchets peut être comprise dans les SFN? Euh, Vu comme ça me dit rien, moi. Quel est l'écosystème mobilisé pour gérer ces biodéchets? Donc, euh, je suis pas sûr que ça rentre dans le périmètre. J'ai la même opinion, mais c'est pareil, il faut répondre comme ça de but en blanc sans avoir lu un projet, c'est un peu compliqué. A priori, non. Merci. Alors, on a une question d'Adrien Boras. Quelles sont les interactions entre appel à projet et cluster interdisciplinaire de doctorants? Comme on a dit tout à l'heure, en fait, il y a vraiment une distinction entre les projets ciblés, donc qui ont été évoqués tout à l'heure dans la présentation du programme, et l'appel à projet. Enfin, c'est vraiment deux, on va dire, packages du PEPR qui sont indépendants. Il peut y avoir des interactions sur le terrain et les équipes, par exemple sur les Living Labs ou d'autres choses comme ça, mais sinon c'est indépendant. Si, par exemple, dans votre projet, vous avez des doctorants, enfin, vous avez prévu justement des bourses de thèse, hein, ce qui est possible à l'intérieur des projets de l'appel à projet, on vous demandera certainement à ce que vos doctorants participent aux réunions du réseau du cluster pour qu'ils bénéficient des échanges qu'il y a entre ce cluster de doctorants. Mais il y a appris, dès le départ, il n'y a pas obligation de faire ça. Donc, c'est même pas la peine d'en parler dans la construction du projet. Ce sera un plus une fois que le projet sera lancé. Tout à fait. Alors, je regarde, il y a des questions qui se reviennent un petit peu. Euh, on a une question de Julien Marie. Le projet peut-il couvrir plusieurs types très différents de SFN à des échelles diverses et à différents niveaux de développement, de l'appui à l'émergent jusqu'à l'évaluation d'une SFN déjà existante? Autrement dit, la cohérence du dossier doit-elle être thématique autour d'un fonds de recherche particulier sur tel ou tel domaine ou peut-elle être territoriale, c'est-à-dire définir en fonction des besoins par essence diverses d'un seul territoire? Vite partie qui se lance. Oui, bah oui, oui, Euh, oui, on peut absolument aborder plusieurs types de SFN à différents niveaux de développement. Ça fait partie des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre comme ça. Ça dépendra de comment est construit le projet et comment est amené les questions développées dans le projet. Il peut pas y avoir de réponse oui, non. C'est une question, c'est ouvert. Merci. On a une question d'Adrien Boras. Pour savoir si les projets sélectionnés au stade de la lettre d'intention seront rendus publics. Je pense. Non, Non. Les résultats, enfin, je dis pas de bêtises, mais pour moi, les résultats seront rendus publics en phase finale, à à la fin de la phase numéro 2, quand les lauréats auront été choisis. Euh, alors, on a eu plusieurs questions où je pense qu'on a déjà apporté des éléments de réponse. Une question de Laura Rodriguez sur si les sites industriels peuvent être considérés comme faisant partie de l'environnement urbain. Je pense que tout à l'heure, on a dit oui. Euh, on a une question sur le taux de financement. C'est 100%. 100%. Après, c'est un taux marginal classique ANR, hein, Et donc, mais voilà, c'est 100%. le financement inclut les frais de gestion dont le maximum est 20%. Oui. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'apporter un cofinancement pour le projet. Et on a une question d'Andreas Springsing sur est-ce que les micro-forêts urbaines sont éligibles et les agroforesteries, ou est-ce que c'est considéré comme étant plutôt du domaine du PEPR Forest? Effectivement, Philippe, tu avais déjà répondu tout à l'heure. C'est pas, enfin, oui, c'est éligible, c'est pas parce que c'est un des milieux vraiment, ça fait pas partie des milieux ciblés du PEPR qu'il n'y a pas des éléments de forêt qui peuvent être présents dans le projet.
Voilà, des milieux avec plusieurs écosystèmes présents. Tout à fait. Voilà. Pareil, question de Cécile, faut-il des projets à l'échelle du territoire ou les projets locaux sont-ils acceptables? Pareil, On a ça va déjà dépendre répondu, de c'est la proposition du voilà. projet. Et donc, c'est pas dans les deux cas, il n'y a pas de problème a priori. Euh, je regarde. Alors, on a une question aussi sur est-ce que les porteurs de projets retenus pourront bénéficier des financements dans le cadre de l'appel à projet Solibud Équipe? Alors, il y a peut-être une petite parce que ils peuvent pas recevoir des financements pour contribuer à des équipements pour enfin, pour le projet de recherche qui a été financé. Par contre, je pense que si c'est sur un autre projet, ils peuvent recevoir des financements. Il faut pas que le projet qui est proposé à l'appel dépende des financements du PC pour fonctionner. Voilà. Mais bien Parce que sûr, si comme vous avez un autre voilà. projet sur la SFN ou dans votre équipe qui a besoin de financement, vous pouvez les demander. Mais ça ne peut pas être ça doit être Voilà. celui financé par l'appel à projet de recherche. Voilà, il y a une Il y a petite une petite nuance. nuance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que l'appel à équipement du PC équipe va financer vos équipements pour votre projet construit dans le cadre de l'appel à projet. Parce que Il c'est faut qu'ils un, soient voilà, intégrés si vous dans avez votre... des équipements à acquérir pour votre projet, vous devez les rentrer dans votre projet de l'appel à projet. Parce que de toute façon, au niveau du PC équipe, on sera attentif à ça. Pour demain. Voilà. Donc il faut être, les deux choses sont indépendantes. C'est deux sources de financement indépendants. Un projet doit être complet, c'est-à-dire qu'il doit intégrer son matériel nécessaire et ne pas dépendre d'un équipement qui pourrait dépendre d'un autre appel à projet qui n'a aucune garantie d'aboutir, parce que le PC équipe va aussi avoir sa gestion de priorité et de choix. Et donc, ça entraînerait une faiblesse de votre projet. Donc, on tient à ce que les deux choses soient segmentées. On a une question de Gilles Prado et je crois aussi d'Emmanuel Gonzalez. Quelle place pour les sciences participatives pour évaluer l'impact des SFN mis en place? Et la question d'Emmanuel, c'était est-ce qu'un projet sur les SFN intégrant des sciences participatives est éligible? Donc oui, Oui, je crois que la réponse est oui. oui, tout à fait, oui. Et les sciences participatives ont bien évidemment une place dans l'évaluation, par exemple pour la biodiversité des SFN, donc ça pourrait être notamment être L'évaluation pris interne, en pas place. l'évaluation des projets. Oui, oui, bien sûr. Des SFN, notamment. On va utiliser la science participative pour l'évaluation des projets. On a une question d'Emmanuel Baudry sur comment fonctionneront, pardon, les éventuelles suggestions de fusion entre projets, entre la phase 1 et 2. Bah, ça va être simple, hein. La direction du PEPR va contacter les porteurs et leur dire, vos deux projets semblent connexes, vous devriez parler entre vous pour voir si vous pouvez fusionner et me proposer quelque chose. Ça va être des suggestions, hein. Oui, on n'a pas prévu quelque chose de plus complexe que ça, c'est de prendre Ouais. les porteurs en question et de discuter avec eux et de voir ce qu'on peut faire, oui. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il y a une question de Julien Marie. J'entends que les pré-réponses ne seront pas rendues publiques, mais entre les deux phases, vous autorisez-vous à rapprocher deux pré-projets complémentaires pour qu'ils se repèrent, voire éventuellement qu'on construise une réponse commune. Et donc la Tout, réponse est tout- oui, et ce sera plutôt tout à encouragé. fait. Après l'évaluation des lettres d'intention, bien sûr, hein. Donc, Ouais. bien sûr, c'est le but de l'aide d'intention, c'est-à-dire d'identifier des projets intéressants et aussi de voir s'il y a des rapprochements possibles. Donc oui, on s'y autorise. Ok. Est-ce qu'un projet centré autour de l'intérêt des mares, entretien, création dans les écosystèmes agricoles et forestiers et la plus-value apportée aux écosystèmes terrestres environnants, pardon, est envisageable et cohérent avec l'approche SFN? Ouais. Là, je pense qu'on a... Oui. Oui. Surtout qu'il y a en étant d'inclure des aspects socio-économiques de ces structures en barre, je pense que oui.
Ça rentre plutôt bien. Enfin, ça, oui, bah, Martine, je pense que tu es d'accord. Oui, ça paraît, alors, toujours pareil. On est dans une sémantique SFN, donc une solution fondée sur la nature. Ce qui est légèrement différent de dire, on va évaluer qu'est-ce que ça apporte les mares en termes de services écosystémiques. Euh, voilà. Donc là, on est sur un projet d'évaluation. On n'est pas forcément sur un projet de solution fondée sur la nature. Donc, quels sont les enjeux? Pourquoi on mobilise des mares? Qu'est-ce que ça apporte comme co-bénéfice? À quoi? Vers qui? Quels sont les publics cibles? Est-ce que c'est voilà, les bénéfices en termes de, comme on disait toujours, ces co-bénéfices? C'est une question de s'identifier l'enjeu. C'est-à-dire, il y a un objectif. Quand on évalue la mare, c'est pourquoi? Est-ce qu'elle est censée apporter de l'eau pour l'agriculture? Est-ce qu'elle est censée apporter de la atténuation climatique? Est-ce qu'elle est censée apporter du loisir comme activité? C'est la solution à quoi? Donc la mare elle-même, elle est éligible par l'ensemble des services diversifiés qu'elle va apporter. Et également, après, mais il faut la rentrer dans une sémantique SFN, donc de répondre à des enjeux. Il y a une question de Marie-France Vernier. Nous nous intéressons au développement de filières agritextiles locales. Est-ce qu'il est possible d'acheter du matériel dans le cadre du projet? Faut-il le rendre en fin de projet? Je pense notamment aux outils, aux machines agricoles. Oui, Euh, enfin, je pense pas que le PEPR va permettre d'acheter du matériel agricole. Enfin, à ma connaissance des coûts du matériel agricole, mais mes connaissances sont quand même assez limitées dans ce domaine. Euh, non, alors après, c'est quand c'est des coûts enfin, je vois quand c'est des coûts de matériel important, c'est en général des coûts partagés, c'est-à-dire que vous participez. Vous pouvez mettre dans l'ANR, mon projet permet de participer à 10%, 20% de l'achat de cet équipement au sein du groupement ou de l'unité. Et après, le retour, le rendre à qui? Peut-être à Philippe, mais pas à moi. non, non, il y a pas à rendre à qui que Non, il ce n'y a pas soit. à rendre. Vous avez deux options sur du matériel comme tout équipement. On pourrait imaginer effectivement d'avoir besoin d'un matériel agricole, comme on peut avoir besoin d'un matériel d'analyse de labo. Euh, la question, c'est vous pouvez l'acquérir ou le louer pour la durée du projet. À partir du moment où il a été acheté, il reste au porteur du projet. Si le financement est éligible au titre de l'ANR, il y a encore, je vous incite à aller voir du côté de l'ANR les règles d'éligibilité des projets ANR. Mais en tout cas, le prix d'achat, d'acquisition d'un matériel nécessaire au projet, ça fait partie de l'évaluation du montage du projet. Mais comme disait Martine, vous n'allez peut-être pas acheter un tracteur avec, parce que ça va peut-être pas le faire. Mais on peut également louer du matériel dans un cas d'un appel à projet. Euh, alors, je vois qu'il y a une autre question euh, sur les Living Lab auxquelles on a déjà répondu. Euh, Moi, j'aimerais poser une question à Emmanuel Berthier qui nous a mis une question sur les Living Labs, mais je ne sais pas à quel appel à projet est fait référence. Est-ce que cela J'imagine celui sur les Living Lab dont parlait Charlotte, j'imagine. oui, je pense qu'elle demande si l'AAP affichée sur les Living Labs n'est pas confirmée, l'AAP pour financer le nouveau Living Lab qui aura lieu dans quelques années. Ah, non, il y aura un autre appel effectivement à Living Lab complémentaire, mais qui est indépendant de cet appel à projet. Donc cet appel à projet de recherche ne vise pas à construire des nouveaux Living Labs, mais il est toujours envisagé dans le cadre du programme sur le biode de compléter notre liste de 11 Living Labs, si c'est à ça qu'il est fait référence. Et pour répondre aussi à la question de Marie-Christine Cromer, comme on a déjà dit, le projet ne doit pas nécessairement s'appuyer sur un des Living Labs. Il y avait une question sur un projet utilisant une technique spécifique, provisoire et réversible pour permettre la renaturation naturelle d'un site est-il éligible? On y a répondu un peu tout à l'heure.
A priori, c'est plutôt oui. Ouais, c'est au cas par cas, Dépendra parce que c'est un cas un petit peu spécifique, cette approche-là. Donc, c'est à voir, mais on a déjà répondu, effectivement, c'est à analyser. c'est à voir selon le projet. On a déjà répondu. Il y en a une autre question sur l'intégration des Living Labs auxquelles on a déjà répondu. Et sinon, on est arrivé au bout des questions qui ont été posées. Euh, Euh, Ce que je voudrais ajouter, comme on a eu pas mal de demandes dans le chat, de contacts, et on voit qu'il y a des gens qui ont mis des contacts, effectivement. Alors, comme vous avez compris, pour des raisons RGPD, on ne peut pas diffuser comme ça la liste des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. On n'est pas autorisé à le faire. Mais ce que l'on peut vous proposer pour aider un petit peu au contact, c'est de vous adresser un mail à l'ensemble des participants du webinaire pour lequel qui s'est inscrit. Il y a eu quelques spectateurs anonymes, donc ceux-là, on ne pourra pas les contacter, pour leur demander si vous êtes d'accord et intéressés à ce qu'on partage vos coordonnées. Et si vous répondez positivement, on fera un second mail avec les gens qui ont répondu positivement diffusés. Donc, on pourra diffuser cette liste de contacts puisqu'on a autorisation à ceux qui ont communiqué. Donc, ça, on peut le faire. En complément des échanges que vous avez pu avoir dans le chat. Et également, on pourra aussi remettre les éléments que les personnes ont déjà indiqués dans le chat dans ce mail-là. De la même manière, comme dit, on mettra à disposition la présentation d'aujourd'hui en format PDF, si vous voulez la consulter. Et, et voilà. Je crois qu'il y a des nouvelles il y a questions. d'autres questions. C'est sur les partenaires financés. En fait, les partenaires financés peuvent être seulement des partenaires français et non internationaux. Donc, Donc, il faut que ce soit des équipes et des porteurs situés en France. voilà, On ne peut pas financer un laboratoire allemand ou danois à ce titre de cet appel à projet. c'est ça. Ils peuvent faire partie du On sera consortium partie du entre partenaires consortium. Mais, financés, pas recevoir de financement de cet appel. Euh, et c'est Emmanuel Berti qui précisait sa question. Je me posais la question si un budget était toujours réservé pour un futur appel à projet Living Lab. Oui. oui, non, on n'a pas dépensé tout notre budget du PEPR sur le bio dans le cadre de l'appel à projet. On a engagé, d'un point de vue administratif, la totalité de notre budget alloué à l'appel à projet de recherche, qui n'est pas la totalité des crédits du PEPA. Et comme l'a dit Martine tout à l'heure également, si jamais la totalité du budget n'est pas engagée dans le cadre de cet appel à projet, parce que voilà, on a une sélection de projets, on va pas, le but, c'est pas de dépenser la totalité de la somme, c'est de sélectionner des projets intéressants. Si jamais on ne dépense pas la totalité de la somme, ça veut dire qu'il y aura un second appel à projet complémentaire avec le reliquat ultérieur pour compléter le projet. Oui, il nous reste encore quelques minutes s'il y a des dernières questions Merci Gilles. urgentes. Merci Gilles, oui. Merci Gilles. Malheureusement, on ne peut pas faire de pause café Si, j'ai une tasse de café. entre tout le monde. On ne peut pas faire de pause networking. Ouais, je vois qu'il y a une main levée. S'il y a une question, ce sera plutôt par écrit, ça simplifie pour pouvoir répondre si vous voulez encore poser quelques questions. On a encore quelques minutes. Dans le cas contraire, on peut fermer le webinaire en précisant manuellement que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter, donc soit à l'ANR pour les questions d'éligibilité ou des questions plus sur les conditions de dépôt des formulaires, etc. Et l'adresse générique du PEPR pour d'autres questions. On va remettre rapidement dans le chat pour au moins celle sur du PEPR. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes ayant suivi ce webinaire. Je ne sais pas si vous voulez dire le dernier mot, Martine ou Philippe.
Non, ben, de toute façon, on est déjà content de savoir qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par l'ANR et qu'il y avait beaucoup de gens présents autour de ce webinaire. Donc, on vous remercie en tout cas pour tout l'intérêt que vous présentez à Solubiode et on espère que ça se traduira par des projets passionnants qu'on aura du mal à sélectionner. Tout à fait, je rejoins absolument Martine. On est très, très satisfait de voir le nombre de participants inscrits et on attend de voir plein de projets intéressants pour participer à la communauté, au développement de la communauté Solubiode. On espère être submergé de projets intéressants. C'est l'hypothèse la plus pertinente. Merci beaucoup et en tout cas, très bonne fin de journée et début de semaine. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Bonne réflexion.